Merci pour votre fidélité à la chaîne panafricaine. Voici les titres de cette édition. La médiation se poursuit au Burkina Faso. 3 présidents africains sont attendus ce mercredi à Ouagadougou pour discuter de la situation du pays et envisager une sortie de crise. Les élections de mi-mandat aux États-Unis, c'était hier et c'est la victoire des Républicains qui gagnent ainsi le Sénat ainsi que la Chambre des représentants. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous ouvrons cette édition sur le Burkina Faso et ce mercredi, la médiation internationale se poursuit sur l'initiative de la CEDEAO. Les présidents Macky Sall, Goodluck Jonathan et John Dramani Mahama sont attendus à cet effet à Ouagadougou. Et ce sera d'une part pour préparer le sommet de ce jeudi à Accra sur la situation au Faso, mais aussi examiner la situation du pays en vue de rechercher une sortie de crise. Au Burkina Faso, toujours, l'actuel chef de la transition, le lieutenant-colonel Isaac Zida, s'est rendu ce mardi chez le Mogonaba, le roi des Mossi. Et c'était dans le but d'informer l'autorité traditionnelle de son intention de remettre le pouvoir aux civils. Lorsqu'il arrive en milieu de matinée au palais du Mogonaba Bango, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida est mû par la volonté de rencontrer les autorités coutumières et religieuses en vue d'un dialogue inclusif sur la situation nationale. Et pour l'occasion, ils ont tous fait le déplacement du palais du Moro. La chefferie coutumière et ses dignitaires, la communauté musulmane, le haut clergé catholique et la Fédération des églises et missions évangéliques. À la demande du chef de l'État, la rencontre débute par une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie au cours de ces journées tragiques. Pendant une trentaine de minutes d'échange à huis clos, le chef de l'État expose ses vues sur la transition aux autorités coutumières et religieuses. Les militaires disent qu'ils souhaitent remettre le pouvoir aux civils. Notre souhait est qu'ils puissent le faire au bon moment pour éviter les sanctions de la communauté internationale. Nous les exhortons à respecter la parole donnée et à travailler à préserver la paix au Burkina Faso. Le Mogonaba Bango, qui a porté la parole au nom des coutumiers et religieux, a aussi lancé un appel pour le retour de la paix. Du moment qu'ils disent qu'ils vont remettre le pouvoir aux civils, je lance un appel à l'arrêt des pillages. Ce ne sont pas des actes de bons citoyens. Je souhaite que la classe politique puisse parler le même langage et trouver une personnalité consensuelle pour gérer la transition. Cette étape du lieutenant-colonel Zida et des membres de la transition militaire est la première d'une journée marathon qui se poursuit avec de nombreuses autres concertations. Et bien sûr, on s'en souvient, les événements de la semaine dernière au Burkina Faso ont également eu pour conséquence de nombreux actes de vandalisme. Eh bien, on y revient dans ce reportage. Quelques jours après le passage des pilleurs, les traces sont encore visibles dans les dépôts de vivres pour cantines scolaires et pour les personnes vulnérables. Dans ces magasins situés à Gampela, à la sortie est de Ouagadougou, étaient stockés environ 10 000 tonnes de vivres. Un magasin utilisé par le ministère en charge de l'éducation pour stocker des vivres destinés aux élèves, vidé de son contenu jusqu'aux emplettes entre le 30 et le 31 octobre. Plusieurs autres magasins de stockage de vivres destinés aux cantines scolaires à travers la ville de Ouagadougou ont aussi reçu la visite des pilleurs. Ici, à la ZAD, de ces magasins qui contenaient jusqu'au matin du 30 octobre près de 2000 tonnes de vivres, il ne reste plus que des décombres. En plus des vivres, divers matériels et biens ont été emportés dans les différents magasins. On note également de fortes dégradations des locaux. Le bilan est vraiment lourd. Nous avons enregistré une perte de 11 596,3 tonnes, composée de riz, de haricots et de l'huile. Si vous estimez la tonne à 450 000, rapporté à environ 16 000 tonnes, nous tournons autour de 5 milliards 200 millions. Le dépôt central de l'ONG Catholic Relief Service CRS a aussi subi la furie des pilleurs. Le dépôt compte 3 magasins qui contenaient 900 tonnes de vivres, dont du peuple américain au profit des personnes vulnérables du Burkina. Tout a été quasiment emporté. Ce qui en reste est impropre à la consommation.
Les gestionnaires des magasins, en plus d'avoir assisté impuissants au pillage, disent avoir été témoins du recel des vivres dans les environs des dépôts. On leur aurait proposé des sacs de riz à 2000 francs CFA. Avec le pillage de ces magasins, c'est un coup dur pour le ministère de l'Éducation et son partenaire, le CERES, qui pour le moment ne savent comment sortir de cette impasse. Blaise Compaoré est à Yamoussoukro depuis la semaine dernière et le président Alassane Ouattara a tenu à lui rendre une visite d'amitié et de courtoisie ce mardi. Eh bien, nous l'écoutons à l'issue de cette visite. Les liens entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont particulièrement étroits. Ces liens ont été matérialisés par la signature d'un traité d'amitié et de coopération entre nos deux pays en 2009. Nous avons d'ailleurs tenu le 4e sommet à Ouagadougou le 31 juillet dernier. Vous connaissez aussi les relations d'amitié que j'entretiens depuis fort longtemps avec le président Compaoré et sa famille. Le président Compaoré a joué un rôle clé dans le retour de la paix dans notre pays, dans le cadre de l'accord politique de Ouagadougou. En tant que médiateur, il a permis aux frères ivoiriens de renouer avec le dialogue et de préparer de manière apaisée et démocratique les élections présidentielles de 2010. La Côte d'Ivoire est reconnaissante au président Compaoré. C'est donc tout naturellement que nous l'accueillons chez nous à la suite des événements douloureux qui ont secoué ce pays frère. Je voudrais à cet égard présenter mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaiter un prompt rétablissement à tous les blessés. À présent, nous souhaitons que la transition en cours se fasse dans le cadre d'un processus apaisé et constitutionnel, conformément aux orientations de la CEDEAO et de l'Union africaine. Direction le Bénin à présent, qui abrite depuis ce lundi et ce jusqu'à vendredi la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Et l'objectif de cette rencontre est de faire le point des progrès sanitaires et de définir des mesures pour permettre au continent de faire face aux défis sanitaires. Estelle Pazot, Amen d'Almeida. Maladie à virus Ebola. Près de 4 922 cas de décès enregistrés. C'est dans ce contexte sanitaire pas très reluisant que s'ouvre la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Organe directeur de l'organisation dans la région africaine, cette session est composée des ministres de la santé des pays membres. Pendant 3 jours, ils vont examiner le rapport du directeur régional sortant sur ses activités. Passer au peigne fin les progrès liés à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, la question de l'épidémie à virus Ebola et bien d'autres préoccupations sanitaires liées à l'Afrique. Au cours de cette 64e session du Comité régional de l'Organisation mondiale pour la santé en Afrique, nous aborderons d'importantes préoccupations sanitaires qui constituent de véritables défis pour nous sur le continent. Maladies tropicales négligées, maladies non transmissibles et d'autres encore constituent le quotidien d'une bonne partie de nos populations. Matière à réfléchir donc pour ces experts. Mais bien qu'ayant été secouée par l'épidémie Ebola, l'Afrique note des progrès sanitaires significatifs. Toutefois, il reste à faire. L'accélération des mesures en vue d'atteindre les OMD, la validation des grandes lignes de nos plans d'action après 2015 qui reposent sur les objectifs de développement durable, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, l'harmonisation de notre action sur la couverture sanitaire universelle qui demeure indispensable afin de renforcer nos systèmes de santé. Et au directeur régional sortant de faire un bilan de son passage à la tête de l'institution. Le docteur Louis Sambo a rappelé le contexte sanitaire critique de l'Afrique et présenté le tableau de ses activités. À sa suite,
La directrice générale de l'OMS, représentant également le secrétaire général de l'ONU, a déploré les conditions sanitaires auxquelles l'Afrique doit malheureusement faire face. Pour le président Boni Yayi, les statistiques évoquées sont expressives. L'Afrique a encore des défis à relever. Il s'agit, en l'occurrence, des questions relatives aux ressources humaines en matière de santé, aux infrastructures sanitaires, à l'organisation des soins, à leur financement. Nous avons encore et toujours besoin de nous appuyer sur notre organisation commune pour continuer de lutter contre la maladie sous toutes ses formes. Au cours de cette session, il sera élu le nouveau directeur régional Afrique de l'OMS. 5 candidats sont en lice, dont la ministre béninoise de la Santé, Dorothée Akoko-Kiné-Gazard. Hors du continent africain à présent, les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis sont connus et ce sont les républicains qui l'emportent. Barack Obama perd ainsi la majorité qu'il conservait sur le Sénat. Leur victoire était attendue. Les républicains remportent la majorité au Sénat. Le sénateur Mitch McConnell devient le chef de file de cette nouvelle majorité, visiblement déterminé à mener la vie dure à Barack Obama. Depuis trop longtemps, cette administration essaie de dire aux Américains ce qui est bon pour eux. Ensuite, ils accusent les autres quand leur politique ne marche pas. Ce soir, le Kentucky a rejeté cette approche. Ce soir, les électeurs ont dit on peut changer les choses à Washington et c'est exactement ce que je compte faire. Et pour ce nouvel homme fort de Washington, ce qui vaut pour le Kentucky vaut pour le pays tout entier. La campagne a été difficile pour les démocrates. Barack Obama en chute dans les sondages de popularité, évitant même certains États comme le Colorado, où c'est Hillary Clinton ou Michelle Obama qui sont allés au front. Certains démocrates parviennent tout de même à sauver la mise. C'est le cas de Jan Shaheen au New Hampshire, victorieuse avec un programme très social qu'elle ira défendre à Washington. Je me battrai en faveur du salaire minimum pour garantir que personne qui ne travaille plus de 40 heures par semaine vive dans la pauvreté. Et je me battrai en faveur d'une sécurité sociale équitable. Des promesses qui ressemblent à celles de Barack Obama en 2012. Pour lui, ce scrutin une majorité républicaine à la Chambre des représentants qui reste aux mains des conservateurs. Une cohabitation qui n'est pas une première. Avant lui, Eisenhower, Reagan et George W. Bush ont dû subir ce que certains experts appellent la crise des 6 ans de mandat. Seul Bill Clinton y a échappé. L'ex-maire d'Iguala et sa femme ont été arrêtés ce mardi par la police fédérale mexicaine et tous deux sont accusés. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans les attaques qui ont fait 6 morts, dont et également 43 étudiants disparus au mois de septembre dernier. Les télévisions locales ont filmé presque en direct l'arrestation du maire d'Iguala et de sa femme dans ce quartier populaire de l'Est de Mexico, bien loin du faste que le couple impérial, comme il était surnommé, connaissait lorsqu'il était au pouvoir. Aujourd'hui, à 2h30 du matin, la police fédérale et le ministère public ont arrêté José Luis Abarca, l'ex-maire d'Iguala, et son épouse María de los Ángeles Pineda. Critiqué pour sa gestion de l'affaire, le président mexicain s'est exprimé sitôt l'arrestation connue. Je souhaite que cette arrestation contribue de manière décisive à l'avancée de l'enquête. Le 26 septembre dernier, des policiers et des membres du gang Guerreros Unidos attaquent des cars d'étudiants près d'Iguala, l'une des régions les plus violentes du Mexique. Il y a des blessés, des morts, 6 et 43 jeunes disparaissent. Rapidement, le couple à la tête de la mairie est accusé d'avoir commandité l'attaque pour empêcher les étudiants de perturber un rassemblement organisé par María de los Ángeles Pineda. Plus de 50 arrestations ont déjà eu lieu. Les étudiants ont sans doute été assassinés et enterrés. Mais pour l'instant, les recherches n'ont rien donné. Alors les familles gardent un petit espoir. Cela nous met un peu de baume au cœur, parce que nous savons que c'était la pièce manquante du puzzle. Surtout, cette affaire a révélé une fois de plus les liens entre pouvoir, police et crime organisé au Mexique.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. Bon appétit si vous êtes à table.